Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plongez dans l'ère du Jurassique en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic VR. Infos et adresse sur le site www.jurassic-island.com. Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde. Guadeloupe Actualité. Guy Losbar ainsi que les 31 autres présidents de conseil de surveillance des CHU de France alertent le Premier ministre sur la situation financière catastrophique de l'hôpital. Avec un déficit cumulé de plus d'1 milliard d'euros, les établissements de santé sont au bord de l'implosion et demandent des crédits suffisants pour offrir un minimum de soins à la population. Un gros défi pour le gouvernement, ces temps de restrictions budgétaires et de vote du PLFSS 2025 à coup de 49.3 en minorité pour l'adoption effectivement du projet de loi de finances de la sécurité sociale. Michel Barnier l'a fait passer en force et malgré quelques petites attentions en faveur du Rassemblement national, le Premier ministre devrait être censuré par le parti de Marine Le Pen ou le Front de gauche qui ont chacun déposé une motion. Il lui sera alors compliqué de répondre à quelque demande que ce soit. Et en tout cas, même si le gouvernement Barnier est censuré, il ne faut guère s'attendre à une démission du président de la République Emmanuel Macron qui, selon ses proches, ne quitterait le pouvoir qu'en cas de guerre civile. Une info du Parisien. Et la colère gronde dans l'éducation nationale où l'intersyndicale appelle à la mobilisation le 5 décembre prochain. Les personnels dénoncent deux mesures, à savoir le délai de carence de 3 jours qui entraîne le non-versement des indemnités les 3 premiers jours d'arrêt de travail. Autre point d'achoppement, la réduction de l'indemnisation des fonctionnaires absents pour raison de santé qui passe de 100% à 90% de leur traitement. Au total, le gouvernement table sur 1,2 milliard d'euros d'économies grâce à ces deux mesures, dont 289 millions pour les 3 jours de carence et 900 millions pour la réduction de l'indemnisation. Un mauvais calcul pour les syndicats qui tenaient une conférence de presse ce matin. Regardez. 5 décembre, il y aura une mobilisation générale au niveau de la fonction publique et plus particulièrement au niveau de ce qui concerne l'UNICEF Éducation et l'ensemble des personnels de l'éducation, puisque nous avons aujourd'hui une situation qui est extrêmement difficile parce qu'il y a une attaque carrément du gouvernement au niveau de la, je dirais, de la fonction même, de la mission même de fonction publique par rapport au personnel et agents de l'État. Donc, premièrement, nous assistons sous prétexte d'équité et pour réduire, je dirais, le déficit de la France, une démarche politique qui consiste à faire payer l'ensemble des fonctionnaires sur les difficultés que peuvent rencontrer aujourd'hui le gouvernement. Les mesures qui sont prises par le gouvernement, elles concernent bien sûr les fonctionnaires d'État et notamment les enseignants, mais elles ne concernent pas que les fonctionnaires d'État, elles concernent également les fonctionnaires qui travaillent dans les collectivités territoriales, mais aussi les fonctionnaires qui travaillent à l'hôpital. Donc c'est l'ensemble des fonctionnaires qui vont être impactés par ces mesures. Je rappelle quand même que 3 jours de carence, c'est quasiment en moyenne 300 € de moins. Mais surtout, nous savons très bien qu'au-delà des 3 jours, vous serez payé qu'à 90%. Et au-delà de 90 jours, 50% de votre salaire. Donc ça va impacter énormément sur le pouvoir d'achat. Lorsqu'on sait les difficultés que nous rencontrons avec l'inflation que nous connaissons et la vie chère que nous vivons en Guadeloupe, il est inadmissible qu'on touche au porte-monnaie. Et puis pour nous, à la FSU, il est impensable qu'on puisse demander à un enseignant, notamment, de choisir entre sa maladie et son travail. Estimons que le gouvernement devrait trouver d'autres moyens pour faire des économies. Et je rappelle que nous sommes dans un contexte un petit peu particulier, un contexte où on parle de démobilisation des étudiants par rapport au métier d'enseignant. Ce n'est pas une bonne façon, ce n'est pas la bonne méthode d'attirer les futurs collègues à ce métier. D'autant plus que, en même temps qu'il annonçait ces 3 jours de carence, le gouvernement nous parle de gel de notre point d'indice. Je rappelle que le point d'indice, c'est celui sur lequel le gouvernement peut jouer pour nous permettre d'avoir notamment une augmentation de salaire. Lui qui parle de revalorisation justement du métier d'enseignant, ne voilà-t-il pas qu'en même temps, on nous parle de 3 jours de carence,
Ensuite, on nous parle de gel du point d'indice. Donc, nous estimons que ce sont des coûts de trop portés au métier d'enseignant, ce sont des coûts de trop portés à la fonction publique. Il est temps qu'on arrête de nous accuser de tous les maux. Et le rectorat de Guadeloupe, lui, lance la semaine de l'intelligence artificielle, l'occasion pour la communauté éducative de se pencher sur l'une des révolutions technologiques majeures de notre époque. Franchement, ça va bouleverser nos existences, on ne se rend pas encore compte, mais vous inquiétez pas, ça va pas tarder. Regardez. Ce séminaire va contribuer justement à enrichir l'offre de formation de l'Académie, à faire monter en expertise nos formateurs, nos corps d'inspection, enfin tous les personnels de l'Académie, de manière à ce que nous puissions accompagner au mieux les jeunes dans la maîtrise et l'utilisation de l'intelligence artificielle, car nous souhaitons en faire des citoyens éclairés. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle a pris le pas. Quand nous regardons bien autour de nous, eh bien, les jeunes sont là-dedans, mais il y a une limite. Il y a des avantages et des inconvénients. Et aujourd'hui, l'éducation nationale a pris cette thématique à bras le corps de manière à savoir comment l'utiliser. C'est vrai, c'est un outil, mais il faut savoir comment doser cet outil pour que nos jeunes ne soient pas vraiment accros là-dedans. Il faut limiter, il faut faire la formation, mais cependant... Aujourd'hui, on ne peut pas passer avec la technologie, on ne peut pas passer outre de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est omniprésente au quotidien dans toutes nos actions et il nous appartient vraiment de bien connaître, de bien maîtriser les enjeux tant éthiques, sociétaux également et légaux lors de son utilisation. Ça va passer par des actions de formation où il va y avoir de nombreux échanges sur les pratiques, quelles sont les pratiques actuelles. On va s'appuyer sur les travaux de la recherche également. Il y aura des ateliers d'échange et puis des expérimentations sur le terrain qui vont nous permettre aussi de progresser dans l'utilisation de l'intelligence artificielle. Un reportage de Maxime Morel. Et Fabrice Loher, ministre délégué en charge de la mer et de la pêche, est de passage en Guadeloupe. Au programme, des échanges sur la structuration de la filière avec notamment le renouvellement de la flotte dans les Outre-mer et les équipements des ports. Un ministre qui insiste sur l'importance du consommé local et qui rappelle que 80% des produits de la mer vendus sur l'archipel sont importés. Bon, un constat de longue date, mais qu'il a tenu à rappeler. Regardez. Écoutez, moi je tenais effectivement au cours de ma présence en Guadeloupe à venir à la rencontre des pêcheurs et de pouvoir me rendre compte sur le terrain des conditions de l'activité de pêche ici en Guadeloupe. Je note les projets de la collectivité, notamment du département, en lien avec la ville ici pour aménager les espaces portuaires, puisqu'on est ici sur un port multi-usage. Il y a à la fois de la plaisance, de l'excursionnisme, et puis aussi une place qui doit être laissée à la pêche. Et donc c'est un aménagement qualitatif qui va pouvoir permettre de développer tous ces usages. Sur la question de la pêche elle-même, évidemment, il y a des enjeux qui se posent, dont on vient de parler avec les élus, qui sont ceux de la formation d'abord, qui est un aspect très important. À peu près la moitié des pêcheurs vont sans doute partir en retraite dans les 10 années qui viennent, donc c'est vraiment un enjeu d'avenir que de favoriser tout ce qui permet une meilleure formation des jeunes, formation initiale. J'ai noté le projet de l'Institut des métiers de la mer qui va dans le sens d'une meilleure qualification, et ceci du marin-pêcheur jusqu'à les emplois de cadres sur les structures portuaires. Aujourd'hui, c'est qu'il tâte aussi le terrain et qu'il voit aussi ce qu'on lui raconte, parce que c'est beau de discuter, mais il faut qu'il se rende compte de la réalité. C'est une réalité constructive où on parle également de nos manquements, mais aussi de ce que nous réussissons. Aujourd'hui, on lui a dit qu'il fallait aussi accélérer sur la capacité à avoir de la donnée, mais aussi accélérer sur la formation. Il est très important aujourd'hui d'avoir de la formation qui soit meilleure que ce que nous avons aujourd'hui pour faire en sorte qu'on ait plus de jeunes entrés dans notre profession. C'est important pour moi de voir complètement de visu, parce qu'on ne parle pas des mêmes conditions évidemment de renouvellement que dans l'Hexagone. Il faut tenir compte des conditions réelles de pêche ici, avec ces bateaux très typiques de l'activité de pêche saintoise notamment. Et c'est ces bateaux-là qui demandent à être renouvelés, et donc c'est une parole que j'irai porter, en tous les cas auprès des instances européennes. J'en ai déjà parlé avec Kostas Kadis, le nouveau commissaire à la pêche et l'océan, pour ce qui concerne la question spécifique du renouvellement de la flotte dans nos outre-mer. Et il y a été très sensible, et donc ayant vu maintenant très concrètement ce que ça représente ici, je vais pouvoir aller plus facilement porter aussi la voix de la filière pêche des Antilles. Je note que 80% des produits de la mer consommés sont importés, donc il y a un vrai enjeu pour produire plus local,
consomme déjà local, mais produire plus local. Donc c'est une structuration de la filière et ça passe par la formation, par le renouvellement des navires et puis par l'équipement aussi des ports. Et je note ici il y a des projets, donc c'est très important aussi de pouvoir aller dans cette direction-là. Et en charge de l'attribution des terres agricoles, la SAFER installe 13 exploitants à Pointe-Noire. Ces derniers auront à charge de mener à bien leur projet en agroforesterie. Regardez. Pour la SAFER, c'est un projet qui est extrêmement important puisqu'on connaît la situation agricole de notre département. Il est important que nous, en tant qu'opérateurs fonciers, qu'on apporte des réponses. Alors, l'une des réponses qu'on va apporter, c'est d'accompagner au plus près possible ces porteurs de projets pour qu'on puisse connaître que dans les années à venir, une réussite et puis justement un changement de modèle parce qu'on y est. On est quand même maintenant dans l'agriculture guadeloupéenne, comme elle était faite de façon intensive, on est arrivé au bout. Maintenant, il faut qu'on passe à une autre phase en faisant une agriculture qui soit modérée, mesurée et qui protège l'environnement. Je suis une des sélectionnées. J'ai obtenu je suis lauréate de la parcelle numéro 7 et je pense créer un jardin en agroforesterie mais d'insertion. J'ai toujours cultivé des petites choses autour de ma maison dès que j'ai pu le faire. Et très rapidement, je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui était inévitable et qu'il fallait que je puisse proposer, en tout cas partager avec d'autres personnes, ce que moi je savais faire. Les retombées économiques sont celles que l'on va retrouver dans tout pays, dans toute collectivité sur les territoires de laquelle il y a des agriculteurs qui s'installent et qui vendent leurs produits. Nous avons des personnes qui vont transformer leurs produits pour faire des produits cosmétiques et autres. Et je pense que c'est une valeur ajoutée. Aujourd'hui, on parle de la vanille qui a le vent et Pointe-Noire a été un terroir spécifique pour la culture de la vanille, du café, du cacao, pour ne citer que ces épices-là. Et nous pensons que d'ici quelques années, la personne qui voudra bien s'approvisionner un produit de qualité s'orientera vers Pointe-Noire. Vous êtes aujourd'hui sur les 4 hectares qui m'ont été attribués. Donc j'ai la chance d'avoir un espace qui est éclairci, qui va me permettre de faire du moringa, du curcuma, du gingembre, du cive, du piment. Et j'ai un espace en sous-bois qui permet justement pas mal de choses, notamment la culture d'ananas, la culture de vanille, la culture d'igname. Donc c'est vrai que je suis heureuse de pouvoir bénéficier de cet espace. Je sens que ça va être une grande famille, c'est-à-dire que nous allons, de toute façon, on aura les mêmes difficultés s'il y en a. Peut-être de route, d'accès, donc on sera plus fort. Et puis en termes d'échange même, moi je pense qu'il vaut mieux être plusieurs que tout seul. Un reportage de Solène Fèvre. Et depuis 2020, l'association Glen Market et sa présidente Clécy Blanquet vous permet de récolter vos fruits et légumes directement chez les exploitants agricoles. Des opérations en circuit très court avec 2 avantages que sont un prix défiant toute concurrence et une traçabilité indiscutable. Ce week-end, les glaneurs étaient invités à récolter de la salade, groseille et autres concombres sur l'exploitation de Monsieur Salade. Regardez. C'est une très grande satisfaction pour moi d'être présent ici ce matin pour faire du glanage. Et c'est l'occasion donc de saluer cette initiative de l'association Glanage Market. Parce que, comme vous le savez, tous les fruits ne peuvent pas être commercialisés comme il faudrait, les fruits et légumes. Là, ce sont donc des fruits qui sont un peu flétris, qui ne sont pas aussi beaux que les autres. Mais le but, c'est de ne pas pouvoir gaspiller. Et que quels que soient les fruits, qu'ils puissent être réutilisés. Donc c'est pour cela qu'il y a une double opération, cette opération de glanage, de récupération. Mais aussi, on va les transformer. Nous aurons donc des ateliers pour montrer comment ce fruit-là, quel que soit son aspect, puisse être consommé et être consommé de bonne qualité. Tout l'intérêt de ces ateliers, c'est de réunir tout le monde, de les faire travailler les produits locaux. On va les harmoniser, on va travailler avec eux, ils vont proposer différentes recettes. Moi, je travaille avec les jeunes en situation de handicap, donc déjà, même pour eux, le seul fait de tailler, découper, c'est déjà un apprentissage en plus. Et donc là, sur cette recette-là, on va faire des concombres, mais on va faire une petite recette tzatziki, pas facile à dire, mais avec des produits locaux. Donc on va le revisiter, on va travailler sur plein de petites choses, et puis là, ça va être très très bon. C'est la première fois, j'entendais parler de glane, mais je ne savais pas de quoi il était question. Je comprenais. Mais aujourd'hui, quand
le conseil départemental nous a invités, donc je n'ai pas hésité une seconde. J'ai dit bon, c'est quelque chose à connaître, à aller regarder quand quelqu'un parle de glane pour savoir de quoi il en est question. Donc je suis partie avec mon groupe, avec quelques-uns de mon groupe, nous étions 10, et là tout le monde était content, on a assisté, on a vu, on a vécu, on a participé, et ensuite maintenant c'est l'heure des ateliers. Ça me fait plaisir parce que à chaque fois on a nos produits vite fait là, mais c'est bien aussi de les récolter, de les cuisiner là. C'est un moyen de me former pour savoir comment réaliser certaines recettes, comme là on va faire une salade de jaumon parce que j'avais jamais encore fait de ma vie, et ça me permet de refaire chez moi aussi pour m'améliorer. Une opération dans le cadre effectivement de l'événement De la Terre à l'Assiette, dont le programme suit son cours encore sur quelques semaines. Et en ces temps de grande instabilité, tous les secteurs d'activité sont en crise. Alors pour éviter de mettre la clé sous la porte, les petites et moyennes entreprises du BTP se fédèrent. Un regroupement pour leur permettre l'accès principalement au marché public. Regardez. Le but de la réunion d'aujourd'hui, c'est d'y présenter les deux grandes organisations professionnelles que nous avons mis en place. Une organisation des petites et moyennes entreprises dans le BTP, pour que nous puissions permettre à ces entreprises d'accéder au marché public, comme on nous l'a demandé, et aussi de les accompagner à se former et de défendre tous les intérêts que nous devrions défendre pour que ces entreprises puissent avoir du travail, pour qu'ils puissent payer leurs charges sociales et fiscales, pour que demain, on puisse pérenniser ces emplois. Nous sommes tous en difficulté, pas seulement dans le BTP qui a des problèmes. Vous l'avez bien vu, dans l'agriculture, dans la pêche, dans le transport. Toutes les entreprises guadeloupéennes sont en crise financière aujourd'hui, en crise économique. Si on ne s'organise pas, si les élus ne nous accompagnent pas, avec aussi les parlementaires, eh bien ce sera la fin des entreprises guadeloupéennes. C'est une grande difficulté pour la pêche. Les charges sociales, il faut savoir que la filière, moi personnellement, quand j'ai commencé la pêche, il y avait 1200 pêcheurs. On se trouve maintenant, plus que la moitié de la flotte est en disparition, on se trouve maintenant à 560 environ. Mais pourquoi? Les charges sociales, les autres contraintes de la pêche, de la filière, c'est une filière qui est en grande difficulté. Et comme je le redisais tout à l'heure, là, c'est une filière qui n'a pas de relève. Ça veut dire, la tranche d'âge qui se trouve dans cette filière-là, quand ils sont arrêtés, c'est le corps de métier qui a disparu. Parce que vu les difficultés, parce qu'un jeune pour s'en lancer dans ce métier, il faut savoir qu'on n'est pas suivi par les banques. Déjà, un jeune pour s'en lancer, il faut y mettre 180 000 euros. J'ai déjà sonné les sonnettes d'alarme plusieurs fois. Et je pense que nos élus vont prendre note que bientôt, ce soit du poisson de l'importation qu'on va manger, on ne va pas manger de poisson local en Guadeloupe. C'est important que nous fassions réunion là, ça, mais à part pour mettre au courant, par rapport pour informer, tout le monde est au courant de ce qui passe en Guadeloupe, tout le monde est au courant des difficultés qu'a rencontré le secteur économique, et notamment l'artisanat, l'agriculture. Donc c'est des filières aujourd'hui là qui sont en grande difficulté parce que les politiques pas jouer jeu là qui doivent être là. Aujourd'hui là, nous savons que c'est les artisans qui ont construit la Guadeloupe. À part les intellectuels qui ont construit la Guadeloupe, c'est nous artisans qui avons construit la Guadeloupe. Et si les artisanats qui ont porté mal, si l'agriculture qui a porté mal, eh bien c'est toute la filière, c'est toute l'économie qui a porté mal. Aujourd'hui là, donnons le pouvoir à ceux qui sont en capacité de réfléchir et d'amener de la valeur ajoutée pour le pays Guadeloupe. La connaissance, ça ne remplit pas l'estomac. Et retour maintenant sur le 9e congrès de Guadeloupe Unie, solidaire et responsable. Et le parti est fier d'annoncer qu'il redevient libre de toutes ses obligations et allégeances envers le président Emmanuel Macron. Une indépendance financière retrouvée à l'aube de grandes batailles électorales qui se tiendront en 2026 pour les municipales et après les présidentielles en 2027. Une double célébration aussi pour cette formation politique qui fête également ses 30 ans d'existence. Regardez. Aujourd'hui, nous sommes là pour les 30 ans du GUSR. 30 ans où il y a eu des présidents, Larifla, Théophile et aujourd'hui Losbar réélus. Et je suis très content d'avoir constaté qu'aujourd'hui, nous avons enfin notre indépendance financière en tant que parti politique local du parti macroniste français. On ne dépend plus financièrement donc du parti macroniste. Et donc,
politiquement, nous redevenons totalement, si ce n'était pas encore le cas, libre de ce parti national qui est déconnecté des réalités nationales et y compris locales. Donc c'est une avancée majeure. Aujourd'hui, il y avait l'anniversaire des 30 ans du GUSR, mais également le 9e congrès, de manière à respecter l'organisation et donner la ligne, les stratégies à mettre en place pour l'avenir. Comme vous le savez, notre ADN, c'est l'évolution institutionnelle, le fait d'une plus grande domiciliation du pouvoir local et que nous puissions dorénavant mettre des lois qui soient adaptées à nos réalités, à nos particularités. Tous ces éléments ont été réaffirmés aujourd'hui et c'est pour moi une très grande satisfaction sous la tenue donc, du congrès. Mais ma grande joie, c'est que ce congrès a été élaboré par les jeunes. Vous avez vu un comité donc, des jeunes qui s'est mis en place. Vous avez entendu les jeunes élus tels que Jennifer Lillo, Jean-Philippe Courtois, Sabrina Robin qui se sont exprimés, Di Châteaumont. Donc tout cela est de bon augure et qui permet de garantir l'avenir du parti. L'occasion de rappeler que la politique, c'est d'abord l'occasion de pouvoir mettre en place des projets, mais des projets qui doivent avoir une résonance dans le quotidien de chacun. L'amour dont on ne parle pas suffisamment, mais qui doit aussi pouvoir se traduire en termes de politique publique. Audace, c'est-à-dire savoir oser même là où on n'est pas entendu. Parce qu'en réalité, ce n'est pas que les choses sont difficiles, mais les choses sont difficiles parce qu'on n'ose pas suffisamment. C'est ça rappeler que nous avons en nous cette force de pouvoir transcender la Guadeloupe et de la faire avancer. Une fierté pour moi d'y être en tant que sénatrice pour cette année. Et donc après 1 an de mandat, j'ai pu m'exprimer sur mes actions tout au long de cette première année de mandature. Et donc fière d'être à ce congrès parce que enfin, j'ai pu demander ma demande de rattachement à un parti politique local, au parti politique le GUSR. Et donc c'est une vraie fierté et pour moi c'est l'essentiel de l'année. Au-delà des combats que j'ai menés pour la Guadeloupe, et je le disais encore, les combats sont au quotidien aux affaires sociales, aux affaires économiques, mais je garde en mémoire ce moment vraiment précieux pour la Guadeloupe. Et on enchaîne avec des boulets sportifs de la ville de Morne-à-l'Eau. Un petit avant-goût de carnaval, mais surtout une occasion de pratiquer une activité physique dans une super ambiance. Regardez. La 3e collaboration effectivement que nous avons avec la ville de Morne-à-l'Eau qui a le plaisir de nous inviter dans le cadre de la fête patronale de manière effectivement à proposer aux habitants du territoire une animation sportive et ludique qui associe justement le sport mais aussi à nos musiques culturelles. Cette idée est partie il y a 2 ans, 3 ans maintenant, parce que c'est la 3e fois que nous organisons ce déboulé sur le territoire de Morne-à-l'Eau. Donc d'une collaboration avec l'association Terre de Champions, donc qui est organisatrice des déboulés sportifs sur le territoire de la Guadeloupe, enfin le département. Et donc du coup à Morne-à-l'Eau, nous voulions aussi faire partie de ceux qui organisent cet événement, qui rassemble énormément de monde, mais qui est aussi et surtout un événement sport-santé. Le déboulé sportif est vraiment un événement qui associe le sport à la culture. Donc il s'agit d'une vraie séance de sport qui commence du coup par un échauffement et qui se poursuit par de la marche sportive et de manière effectivement à ce qu'il puisse y avoir des pauses. Nous avons ce qu'on appelle des pauses cardio, toujours au rythme de nos groupes partenaires. La stratégie de développement de la pratique du sport sur le territoire aujourd'hui est celle-là d'œuvrer avec le tout public pour tous, c'est-à-dire les enfants, les seniors, les jeunes et moins jeunes, mais aussi et surtout les personnes en situation de handicap, puisqu'on connaît la problématique de la santé sur le département. Et c'est vrai que tous les événements, toutes les actions axées sur le sport ont une importance particulière sur la santé publique. Et donc c'est naturellement que c'est un événement qui est venu se greffer à notre programme d'animation annuel axé sur le tout public et sur la diversité des pratiques sportives. Le déboulé sportif est un événement familial, un événement intergénérationnel où effectivement un enfant peut participer à partir du moment qu'il est accompagné d'un adulte responsable. Donc c'est un événement qui est ouvert à tous. Pour une première formidable. Moi je suis touriste, on m'a invité à venir ce soir, c'est à refaire. Super, une bonne ambiance, de la musique, des profs, tout à refaire. Il y a des traditions à Morne-à-l'Eau lors de la fête communale qui est ce défilé de groupes, que ce soit aussi Nation à Nègre-Marron, et puis c'est Masse Moulpo aussi de groupes, et puis la population.
Donc c'est un événement, ils sont nombreux. Et puis, comme vous le dites, ils feront plusieurs tours de la ville, du centre-bourg. Donc c'est du sport, même dans c'est de la culture. Nous promotionnons le sport à Morne-à-l'Eau et nous sommes une commune de grande culture. O News Radio sur outremernews.fr.